Bienvenue sur Conscience Soufie dans cette deuxième séquence consacrée à la lumière. Lumière et art. Pour aborder la lumière d'un point de vue artistique, nous nous sommes entretenus avec une artiste peintre belgo-japonaise, Michiko van de Velde, dans son atelier. Michiko van de Velde est complètement passionnée par la lumière. Alors, vous allez voir durant cet entretien comment, en dehors de tout héritage spirituel, religieux ou doctrinal, Michiko en arrive par sa fascination pour la lumière quasiment au mot près, aux mêmes émerveillements, aux mêmes éblouissements que nous proposent les grandes spiritualités sur la thématique de la lumière. Alors précisons que Michiko sera à votre disposition à la fin de cette vidéo pour répondre à toutes vos questions. Sans plus attendre, que la lumière soit. Michiko, ça veut dire quoi en fait, je me demandais? C'est une très bonne question. Ça veut dire le chemin spirituel, donc la voie spirituelle. Et oui, j'ai une sacrée responsabilité depuis que mes parents m'ont donné ce nom-là. En général, quelles que soient les grandes spiritualités, la lumière a une place vraiment fondamentale. Donc vous êtes une artiste justement dont la matière première c'est la lumière. Ça nous intéresserait, entre autres, ça nous intéresserait justement de savoir quelle place vous donnez à la lumière, comment vous la voyez, en dehors justement de toute considération doctrinale ou religieuse. Alors la lumière, pour moi, elle a plusieurs facettes. Donc d'une part, je l'utilise plus pour comprendre le temps et l'espace. Donc concrètement, ça veut dire que j'aime bien tracer et suivre la lumière à un moment donné et à un temps précis. Et ça permet justement de mieux observer ce qui se passe autour de nous pour savoir quelle heure il est, si l'espace qu'on se trouve dedans est grand ou petit. Donc c'est vraiment une approche assez terre à terre. Et d'autre part, j'essaye de peindre la lumière, en tout cas dans une pratique plus lente et plus picturale, puisque la peinture à l'huile, elle m'oblige à prendre le temps, elle m'oblige à ce que je doive être patiente pour que chaque couche sèche. Et donc ça reste un challenge pour, je crois, la plupart des artistes d'essayer de comprendre la lumière, de comprendre la couleur et aussi d'essayer de peindre la lumière. Donc vous essayez quelque part, en fait, quand vous parlez de savoir quelle heure il est, un peu à l'image des anciens qui ont inventé les premières horloges, où c'était justement un jeu d'ombre et de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, savoir l'heure qu'il est? Est-ce que c'est juste pragmatique, comme vous avez dit, terre à terre, vraiment, juste pour connaître l'heure? Ou vous essayez de saisir là quelque chose de plus subtil? Je crois que je suis passionnée par le temps, par le fait que le temps coule sans cesse. Donc tout ça est observable et on est témoin de ça. Par contre, on reste dans cette impossibilité de retourner en arrière. Donc la question que je me pose souvent, c'est j'ai vu quelque chose de beau, j'ai vécu quelque chose d'intense par exemple, mais le temps coule, donc c'est déjà trop tard. Donc qu'est-ce que je fais de cette irréversibilité? Et pour répondre à cette question, j'ai l'impression que par ma pratique artistique, en tout cas, j'arrive plus ou moins à apporter une réponse à ça. Et c'est dans ce sens-là que j'accorde une importance à essayer de comprendre le temps. De savoir c'est quoi le temps à travers un aspect plus local sur le terrain. Ouais, un peu comme vous dites les anciens avec les cadrans solaires. Pour essayer vraiment de se repérer dans l'espace en fait. C'est ça, de contrôler, quelque part, de saisir l'insaisissable. Oui, ou c'est plus pour se repérer dans l'espace dans le sens où réapprendre à observer. Parce que, bon là c'est vraiment un avis très personnel, mais je trouve que les gens sont un peu déconnectés en ce moment. Ce qui est normal parce que on a d'autres outils pour comprendre quelle heure il est, quelle météo il va faire et dans quel espace on se trouve, avec la géolocalisation et tout ça. Mais je trouve qu'on observe beaucoup moins tous les changements vraiment minimes que peut apporter la lumière. On peut juste regarder la façade d'une maison qui change de couleur en une fraction de seconde, on sait déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais tous ces détails-là, ça demande d'être attentif en fait et d'être là. Enfin, c'est ça que j'essaye de, en tout cas, saisir dans ma pratique, oui. Tout à fait. En fait, quelque part, de rejoindre cet éternel présent, être attentif, être dans la contemplation, c'est quelque part s'extraire de l'espace-temps dans cette lumière qui est tout le temps là, en fait, finalement. Mais j'aime pas trop les mots éternels et tout ça. C'est plutôt marquer des points dans le temps. Mais est-ce qu'il y a de cet ordre-là de peut-être saisir ce qui peut nous échapper? Je pense par exemple à cette toile.
Cette peinture-là, elle vient d'un paysage que j'ai vu quand j'étais dans un train en mouvement. Donc il y a le temps qui coule, plus le fait qu'on assiste à un paysage aussi qui est en mouvement. Et donc c'était dans une vallée où il y avait plein de brouillard qui étaient accumulés grâce à une forêt qui se trouvait tout près. Et donc j'avais pris le train très tôt le matin et le soleil avait juste percé le brouillard. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y avait vraiment un puits de lumière. Et donc oui, c'était à un moment donné, un moment précis. J'ai essayé de le prendre en photo parce que c'est vraiment des phénomènes qui sont très rapides. Donc j'utilise souvent la photographie pour saisir le moment. Et à la fois, comme je crois que beaucoup de monde le sait, la photographie, elle donne jamais la même couleur, jamais la juste couleur non plus. Et donc c'est là qu'intervient le travail de la mémoire. Et souvent, je note les couleurs de la lumière, les couleurs de l'ombre et aussi la sensation que j'ai eue. Et par après, il y a un autre travail où c'est essayer de se rappeler de ce paysage dans l'atelier. Donc cette peinture-là, je l'ai peinte pendant plusieurs semaines. Et donc c'est là où... Pour moi, plutôt que parler du présent, j'ai l'impression que c'est des dialogues entre différentes temporalités. Parce qu'il y a ce que j'ai vu, ce que j'ai capté, ce que je me souviens, et puis après ce que j'y mets comme temporalité dans l'élaboration de l'œuvre. À la fin, est-ce que vous êtes toujours satisfaite ou parfois satisfaite, ou est-ce qu'il y a toujours cette frustration de oui, il y a un peu de ce que je voulais dans l'œuvre, mais j'arrive pas à saisir la couleur que je voulais ou la lumière telle que je voulais qu'on la transmettre? Si je suis satisfaite, c'est déjà super. Il y a des moments où je le suis, il y a des moments où je le suis pas. J'essaye en tout cas toujours d'aller le plus loin possible. Et souvent, enfin en fait pratiquement tout le temps, c'est des moments de surprise. Parce que même si je me rappelle de cette couleur, forcément par les couches que je mets, par les résultats qui sont visibles une fois que les couches sont sèches, il y a toujours des nouvelles couleurs qui apparaissent. Et donc en fait, on est dans une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Et donc ça n'a rien à voir. Une transformation incessante. En fait, la lumière n'est jamais identique à elle-même. Déjà. Dès qu'on n'est plus dans le même espace-temps, la seconde qui suit, elle change constamment. Elle change constamment. Mais c'est ça qui est génial avec l'expérience de la peinture, c'est qu'elle nous révèle des choses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est pas un jeu d'essayer de repeindre ce qu'on a vu. Alors là, je prends la photographie, j'imprime et je montre. C'est ça. Tandis que là, c'est vraiment une espèce, c'est une autre quête. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre justement l'extérieur et l'intérieur et un jeu justement entre les deux et l'un aurait une influence sur l'autre et réciproquement? Si, je crois qu'on est des êtres... Enfin, il y a des flux qui passent à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je parlais des sensations que j'ai eues quand j'ai vu le paysage, parce que je crois que c'est surtout ça qui reste en mémoire. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je crois, d'intérieur. Est-ce que quand vous avez fini cette toile, vous étiez la même personne que quand vous l'avez commencé? J'espère que non, parce que le but, c'est d'apprendre, évoluer et de comprendre. Mais c'est vrai que c'est récemment que je peins des grands formats. Au début, c'était le maximum que je faisais, c'était plus ou moins 90 sur 120. Mais là, on est sur une toile de 2 mètres sur 2 mètres 50, donc c'est assez grand. Pourquoi ce choix de passer sur des toiles plus grandes? J'avais envie d'être dans le paysage. Ça, c'est une expérience personnelle que je voulais. Mais je voulais aussi surtout que les spectateurs soient dedans. Je voulais vraiment offrir une sorte de paysage qui puisse les apaiser. Quelque chose qui permet, en tout cas, à titiller leur curiosité et à vouloir plus observer toutes ces nuances d'ombre et de lumière. Mais en tout cas, dans mes peintures, je crois qu'il y a quand même une dimension à vouloir essayer de mieux observer toutes ces choses qui se passent à un moment donné et qui disparaissent vraiment très rapidement. Surtout, je trouve que le monde peut être parfois aussi assez moche, assez violent, et c'est quotidien, que le fait d'essayer de peindre des paysages ou des choses en tout cas qui me touchent personnellement m'aide en tout cas à essayer de trouver quelque chose qui apaise et qui prend toute mon attention, mais pour quelque chose qui en vaut la peine. Et qui est difficile à saisir, en fait, c'est surtout ça. Tout à fait, qui est fugitif comme le temps, en fait. Ouais. Vous parlez d'apaisement, et donc la lumière vous apaise. Est-ce que, quelle que soit la disposition de la lumière, c'est une source de contemplation pour vous, ou il y a des moments où c'est pas du tout le cas? Il y a beaucoup de gens qui croient que je m'amuse avec la lumière et que je fasse des peintures apaisantes et tout ça, un peu fleur bleue. Mais en fait, c'est vraiment pas ça l'expérience. Dès qu'il fait super beau et que le ciel est super dégagé, là, je commence à stresser. Parce que je me dis, waouh, il faut absolument que je saisisse ce moment-là, que je peins ça et que je fasse ça. Ah, en fait, il y a eu un morceau c'est une torture, en fait.
C'est pas une torture, mais il y a tellement de choses à observer, que ce soit du matin jusqu'au soir, il y a tellement de nuances à observer. Et puis là, récemment, il n'a pas fait super beau, donc il n'y avait que 2 jours où il faisait vraiment super beau. Je suis en train de courir en fait dans toutes les pièces de la maison pour essayer de capter la lumière. D'accord, donc quand il fait beau, je suis partout. Vous êtes chez vous comme à Walibi, donc vous êtes dans l'émerveillement constant. Oui, enfin elle m'émerveille même quand il fait gris. Là. Ça c'est un temps parfait pour peindre. C'est une lumière très diffuse. Et alors je peux vraiment me concentrer sur la peinture, elle me donne les couleurs assez justes. C'est un émerveillement et à la fois c'est... je vais pas utiliser le mot violent, mais il y a une autre pratique où justement j'expliquais que j'essayais de tracer la lumière. Et c'est vraiment un challenge. À partir du moment où je trace la lumière, que ce soit des lignes ou des ronds, c'est impressionnant comme la Terre tourne tellement vite. Il faut être vraiment disponible et être prêt à réceptionner tout ce qui est visible. C'est plutôt ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement qu'elle ne veut pas se laisser saisir, qu'elle joue avec vous? Si, elle joue avec moi, oui. Quand j'ai besoin d'elle, elle n'est pas là. Et quand... Enfin, je sais même pas si c'est il ou elle ou peu importe. En tout cas, il y a une vraie relation. Oui, en tout cas, il y a une relation. Il faut tout le temps que je m'adapte à la condition météorologique, ça c'est clair, oui. Est-ce que vous sentez, par exemple, sur vous aussi, les couleurs ont une influence sur tout ce prisme qu'elles nous offrent? J'utiliserais plus la couleur de façon symbolique si c'est pour mettre des vêtements. D'accord. Mais pas pour la peinture. Pour la peinture, j'essaie vraiment pas de respecter, mais d'être plus dans l'observation de la couleur du nuage ou de la couleur du ciel. C'est pas parce qu'un ciel est bleu, par exemple, que je vais le peindre en bleu. Ça invite vraiment à tout oublier, en fait. C'est ça. Et donc, mais qu'est-ce qui va influencer le choix de la couleur, justement, du ciel, qui, dans la réalité, est bleu, mais peut-être pas forcément sur votre toile? Quelle couleur vous allez choisir et pourquoi? Il y a 2 réponses à ça. D'une part, j'essaye d'être proche de ce que je vois. Ça, c'est une chose. Par exemple, dans la peinture, j'essaye de peindre ce que j'ai vu. Sauf que dans la peinture, essayer de peindre un ciel, c'est toujours un challenge parce qu'on n'arrive pas à peindre l'intensité de la lumière qu'on a vue. Donc à ce moment-là, il y a des techniques picturales qu'il faut ajuster. Par exemple, plus assombrir une partie ou plus éclaircir une partie pour vraiment essayer de faire réveiller la lumière. Par exemple, là, c'est très contrasté. Peut-être que ça l'était moins ou ça l'était plus. Mais ça, c'est le chapitre de la peinture. Là, par exemple, il y a des tests sur le mur avec les couleurs du ciel. Ça, j'essaye de choisir la couleur par rapport aux pigments qui existent. On n'a pas vraiment toutes les couleurs qu'on souhaite avoir. En tout cas, en tant que peintre, on veut toujours des couleurs qui n'existent pas. Je choisis plus par rapport à ce qui est possible, en fait. Je pense au rapport entre la lumière et l'obscurité. Est-ce que vous jouez avec ça, avec ce clair-obscur? Oui, je joue tout le temps avec la lumière et l'ombre. Ça, c'est hyper personnel aussi, mais ça me dérange un peu qu'on parle tout le temps de lumière. La lumière, elle n'existe pas sans l'ombre. Récemment, il y a eu plein d'expos sur la lumière à Bruxelles et à Paris, justement. J'étais là, mais est-ce qu'on peut une fois parler de l'ombre? Enfin, les 2 sont indéniables. Et récemment, en septembre, j'ai fait une exposition où je l'ai appelée Ombre lumineuse parce que je trouvais que les 2 étaient tout aussi importants. Vous vous réclamez d'un héritage ou est-ce que votre art est né spontanément comme ça d'un élan intérieur? Je crois qu'on hérite tous de quelque chose. D'ailleurs, j'en suis hyper remerciante. Mais déjà, d'une part, j'ai toute la culture japonaise du côté de ma mère. Et puis j'ai aussi l'autre côté plus flamande, je dirais, du côté de mon père. 2 expériences de la lumière complètement différentes et 2 expériences de l'ombre aussi complètement différentes. J'ai cet héritage-là. Et puis j'ai aussi eu la chance de beaucoup voyager entre la Belgique et le Japon depuis que je suis toute petite. Et donc je crois que j'ai pu observer vraiment toutes les nuances différentes et la luminosité à 2 points géographiques différents. Je suis assez obsédée par les paysages et les couleurs du ciel. J'essaye vraiment de collectionner un maximum de couleurs et de lumière par rapport à tout ce que j'ai vu et que je regarde encore maintenant. Parlez comme ça en quelques phrases des différences qu'on peut voir dans le ciel japonais et le ciel européen, ou belge en tout cas en particulier. Quand je sors de l'avion au Japon, je suis très éblouie. La lumière est très forte là-bas. Le soleil il tape, il est vraiment très violent. En Belgique, je trouve que les levers et les couchers de soleil sont particulièrement beaux. C'est dû à la position géographique. Et le lever au Japon? Le lever est magnifique aussi. Ma mère vient de Tokyo. Les nuits sont parfois mauves, souvent à cause de la pollution lumineuse ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une différence aussi qui m'a frappée. Quand on se trouve dans une grande mégalopole, c'est pas la même chose. Vous parliez du côté flamand et du côté japonais et que les 2 sont des expériences différentes. Est-ce que vous pouvez toucher un mot de ce double héritage?
Par exemple, dans les anciennes estampes japonaises, les valeurs d'ombre et de lumière sont très contrastées. Par exemple, si on regarde le paysage de Léon Spiliart, je crois que c'est un peu moins contrasté. On va dire c'est souvent brouillardeux, mais je trouve que c'est un autre univers, c'est une autre lumière. Il paraît qu'il y a plus de 150 mots pour désigner la lumière en japonais. Ça a aussi été une surprise pour moi, dans le sens où je ne savais pas qu'il y avait autant de mots pour décrire différents types de lumière. Avec ma mère, j'ai réalisé un petit ouvrage qui fait vraiment la taille d'un petit dictionnaire pour apprendre les langues. En fait, il y en a plus de 158 mots pour décrire la lumière du soleil, de la lune, de l'électricité, aussi la lumière de façon plus poétique, en tout cas à l'usage des poètes, la lumière des étoiles, enfin plein de termes différents. Et ça a été un travail très intéressant dans le sens où j'ai dû chercher dans les premiers scripts de l'Antiquité chinoise comment est-ce qu'ils voyaient le monde autour d'eux et l'environnement, parce que ça reste des kanji, donc l'écriture japonaise qui est héritée de l'écriture chinoise. Et donc c'est assez intéressant de savoir comment est-ce que les premiers scripts, juste avec ce qu'ils ont autour, donc c'est-à-dire une pierre, une ligne d'horizon, le toit d'une maison ou le ciel, juste avec quelques éléments, ils doivent décrire un type de lumière particulier. Et donc ça a été une recherche vraiment passionnante pour essayer de comprendre déjà ce qu'ils voulaient saisir, Tout à fait. En tout cas en langage. Et essayer après de traduire ça en français. Et donc on a opté plus pour une traduction, je dirais, poétique, et pas justement mot à mot, parce qu'en fait on voulait plus ouvrir le sens de ces mots plutôt que d'essayer d'être fidèle à une traduction vraiment très littérale, et ça cassait en fait plein de sens. Ouais. Je peux vous le montrer maintenant? Exactement. Donc il y a l'étui et la couverture est cousue à la main par une relieuse coréenne qui s'appelle Song Hee-han. Elle fait un travail fabuleux. Je peux vous lire quelques-unes si je trouve. Oui, avec plaisir. Je vais déjà commencer par celui-là. Par exemple, ça c'est un terme que j'utilise très souvent dans mon travail, que j'expliquerai par après. Ça veut dire komorebi. Et donc en fait, je donne le mot en japonais et à côté, je mets aussi quelques traductions mot à mot de ce que ça veut dire en japonais. D'accord. Donc ici, ça veut dire arbre. Ça veut dire une évasion, une fuite. Ouais. Et ça veut dire soleil. Et donc en fait, ce terme-là, ça veut dire le soleil filtré à travers les feuillages. Donc c'est cette expérience-là qu'on nomme komorebi. D'accord. Ouais. Et c'est en lien avec cette œuvre-là. C'est une photo. Les points lumineux, c'est en fait des taches de lumière qui passent justement à travers les feuillages d'un arbre. Si on remarque bien, c'est tout le temps des ronds. Et à votre avis, pourquoi est-ce que c'est des ronds? Il faisait bleu, le ciel était dégagé. Ah, j'adore la question. Et donc ça, c'est une question que tu t'es posée existentiellement. Tu as été jusqu'à, si j'ai bien compris, t'inscrire à l'université en astronomie pour avoir ce genre de réponse? Ah oui. Vous répondez pas à la question, mais oui. Voilà, j'ai essayé. Ouais, mais... donc, alors pourquoi sont-ils ronds? Je ne sais pas, parce que le soleil est rond, naïvement. Ben voilà, si, Okay. exactement. J'ai observé les ombres des arbres, puisqu'il y avait des arbres autour, et je me suis dit, pourquoi est-ce que l'ombre ne respecte pas la forme de l'arbre, et pourquoi est-ce que l'arbre est déformé par quelque chose qui fait qu'on voit tout le temps que des cercles? Et justement, le terme que je viens de dire en japonais, komorebi, donc la lumière qui passe à travers les feuillages, c'est la même expérience que dans un appareil photo ou dans la caméra obscura. Donc quand la lumière passe par un tout petit trou, le petit point, oui. Et ben, l'image de l'extérieur est reflétée à l'envers dans la boîte noire. Et en fait, c'est ce qui se passe là. Quand le ciel est dégagé, ce qui est important, il n'y a pas de nuages, on voit vraiment la forme ronde du soleil qui est à l'envers, du coup, sur une surface qui est plane. Extraordinaire. Qu'est-ce qui inverse l'image? Ben ça, c'est une propriété physique de la lumière quand elle passe par un petit trou. Donc elle envoie plein de rayons différents. Donc chaque petit trou dans l'arbre représente en fait ce qui se passe dans la caméra obscura. En fait, c'est là que l'image se retourne. Ouais, et on la voit beaucoup mieux quand on est dans l'ombre, parce qu'il y a plus d'ombre, donc c'est plus contrasté, et donc forcément l'image de l'extérieur, donc l'image d'un ciel bleu avec le soleil, est plus visible. Ah ouais, ça c'est chouette. En fait, j'ai essayé de les tracer à la main et puis je les ai tracés en gravure. Donc la gravure, ça consiste à... j'ai une plaque ici. Ça consiste à graver dans le métal directement. Je ne sais pas la plaque de celle-ci, mais voilà. Ici, j'ai vraiment été gravée dans la plaque, ce que je voyais. Pour avoir un blanc comme ça, vraiment très très beau, il faut que la plaque soit très bien polie.
Et ça veut aussi dire qu'au plus elle est polie, au plus ça fait effet miroir, au plus j'ai mal aux yeux quand je trace. D'accord, ouais, bien sûr. Donc en fait, je me protège en mettant une feuille blanche pour mieux voir les ronds, mais aussi pour vraiment protéger mes yeux. Et donc après cette plaque-là, je mets de l'encre dessus, clac, et avec une presse, on imprime ce que j'ai gravé. Ce qui est assez intéressant, si on regarde de près la gravure, c'est qu'on voit que tous mes ronds, ils sont presque jamais complets. Et en fait, ce qui est assez fascinant avec la gravure, c'est que je ne peux pas tracer rapidement parce que j'ai la résistance de la matière. Ici, je commence mon trait. Donc j'ai le métal qui me résiste, donc je dois tracer lentement. Et quand je veux fermer le cercle, je me rends compte qu'en fait, je suis déjà décalée. Ce qui explique qu'en fait, la Terre tourne tellement vite que je n'ai pas le temps, en fait, en tout cas avec la gravure, de faire des ronds vraiment très précis. Cette plaque-là, je vous la montre parce qu'on voit que les ronds sont coupés comme des demi-cercles. Ce que j'expliquais avec la caméra obscura tout à l'heure, c'est que j'étais intéressée à tracer le soleil quand il était en train de se lever. Donc là, il est en train de se lever au-dessus du toit. Et comme l'image est à l'envers, on voit en fait le lever du soleil, mais à l'envers. Et ce qui me frappe aussi, c'est que le cercle non fini, c'est un symbole zen aussi, l'enso, si ma mémoire est bonne, qui est exactement ça en fait. Ouais, j'ai pas du tout pensé à ça, je vous avoue. J'accorde beaucoup d'importance au soleil parce que je crois que c'est grâce au soleil qu'il y a énormément de vies qui sont possibles. Surtout au printemps, je trouve ça assez fascinant que le soleil arrive à réveiller des racines invisibles qui sont, invisibles, elles sont sous la terre, on voit pas, mais c'est ça, invisible. Qu'elle arrive à réveiller des choses sous terre. Mais après, j'ai pas envie de commencer à mettre une hiérarchie. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Parfois, elle peut être dangereuse, la lumière. Est-ce qu'elle vous a déjà blessé? Oui, oui. J'ai une œuvre pérenne qui va être réalisée à Tournai. Et donc j'ai suivi l'ombre de la cathédrale de Tournai qui est classée par l'UNESCO le jour du solstice d'été. Donc ça veut dire le jour où le soleil se trouve le plus haut, où le soleil est le plus chaud et où on se tape les gros coups de soleil. Donc en plein zénith. En plein zénith, proche du zénith, oui. L'idée c'était vraiment de tracer point par point les parcours de cette ombre pour essayer de comprendre aussi à quelle vitesse la Terre tourne, montrer visuellement le chemin qu'il fait. Ça, c'est encore un autre travail en lien avec la lumière. Vous connaissez cet arbre? Non. C'est des feuilles de Ginkgo biloba. C'est un arbre qui existe depuis le temps des dinosaures et qui est encore visible aujourd'hui. On le trouve à Bruxelles. C'est un arbre qui a survécu à la bombe atomique de Hiroshima. D'accord, c'est ça. Quand la bombe est tombée en 1945, le printemps suivant, en 1946, il y a eu les premiers bourgeons qui ont commencé à apparaître. Et donc en fait, ça, c'est des feuilles d'empreintes de vraies feuilles de un des 6 arbres qui a survécu à la bombe atomique à Hiroshima. Les feuilles ont été ramassées sur place, séchées, et quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai pris l'empreinte de ces feuilles en porcelaine. D'accord. Parfois, il m'arrive qu'il y ait des cassures, soit dans le four ou soit dans la manipulation. C'est fin et fragile. J'ai réparé chaque cassure avec de la poudre d'or. Donc c'est une technique qu'on appelle kintsugi en japonais. Et donc ça permet, grâce à la cicatrice, de valoriser en fait la cicatrice plutôt que de la cacher. C'est ça, d'en faire une force, d'en faire une force. Une faiblesse pour en faire une force. Ouais. Donc chaque feuille est unique. Elles ont toutes des tailles et des histoires différentes. Là, je suis sur un autre projet qui est ceci. Ça, c'est le soleil en japonais. Ouais. Et donc, je me suis amusée à, plutôt que d'observer l'écriture, je me suis amusée à observer les 2 rectangles qui se trouvent à l'intérieur. J'essaye toujours, en tout cas dans ma pratique, de lier mes 2 origines, qui sont loin géographiquement parlant. Là, j'ai essayé de mettre le ciel de Bruxelles, qui est au-dessus, et le ciel de Tokyo en dessous, ensemble. Parce que le ciel est coloré par un seul et même astre, le soleil. Et ça me permet de faire le lien entre mes 2 cultures. Et c'est au même moment? C'est à la même heure? C'est au même moment, oui. C'est tout un travail qui est lié à un moment précis. Alors ça se passe 2 fois par an. 2 fois par an que le lever et le coucher du soleil peut se passer en même temps à Tokyo et à Bruxelles. Et donc j'ai essayé de comprendre quelle était la couleur du ciel à ce moment-là. Donc c'est plus basé sur l'observation de Bruxelles, d'où le fait que j'essaye d'observer l'évolution de la couleur dans le ciel. Et pour Tokyo, je me suis cette année basée sur une webcam publique. D'accord. Mais la webcam publique était en 4K, donc elle donnait des résultats assez bons. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de capter la couleur du soleil. Donc j'ai essayé d'interpréter avec les données que j'avais
pour avoir l'évolution de la couleur du ciel. Plutôt que d'essayer d'avoir la couleur du ciel vraiment juste, je me suis plus basée sur un raccord possible dans mon imaginaire. Tout à fait, je vois. En tout cas, au niveau de l'heure, c'est possible. D'accord. Que le lever et le coucher se passent exactement au même moment, ça c'est possible. Et ça se passe avant le solstice d'hiver et après le solstice d'hiver, d'où le fait que ça se passe 2 fois. D'accord. Cet ensemble d'œuvres sera exposé à Bruxelles dans la galerie Michel Srognans jusqu'au 29 avril. Donc n'hésitez pas, si vous faites un petit tour par la capitale de l'Europe, venez voir le vernissage de Michiko van de Velde. Merci beaucoup, Merci à vous. Et au revoir, bonne soirée à tout le monde.